Neil, directeur de l'école de Summerhill, se spécialise dans les enfants difficiles. Il recherche les garçons et les filles que les autres écoles trouvent fatigants, paresseux, obtus et asociaux. Voici mon école, dit-il aux parents, il y règne une absolue liberté de travailler ou de jouer. C'est à prendre ou à laisser. À quoi ressemble Summerhill? Pour commencer, les cours y sont facultatifs. Les élèves peuvent les suivre ou ne pas les suivre selon leur bon vouloir. Et cela pour aussi longtemps qu'ils le désirent. Il existe un emploi du temps, mais il n'est là que pour les professeurs. Summerhill, certainement, était la liberté. C'était dans un parc assez spacieux, surtout pour les tout-petits. Et on était libre d'aller partout, de grimper dans les arbres, de fouiller en terre, de faire n'importe quoi. J'avais eu beaucoup de temps pour jouer avant de décider de ce que je voulais faire et des cours où je voulais aller. Quand finalement je suis allé en classe, je savais très bien ce que je voulais et j'étais très attentif parce que j'avais envie d'y aller. J'y suis allé de mon plein gré. C'est à nous de faire les décisions. C'était pas aux adultes. Normalement, c'est toujours aux adultes. Oui, c'est nous qui décidons. Les enfants, normalement, ils ne savent rien parce qu'ils sont irresponsables, etc. On suppose que les enfants laissés à eux-mêmes n'arriveraient jamais à rien. Ça démontrait une confiance envers les enfants que Neil avait et que l'école donnait aux enfants. Il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant des pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient son efficacité, c'est-à-dire pour ces citoyens sans imagination qui veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d'imagination, et qui s'accommoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque du succès. Une autre liberté, et qui d'ailleurs a un rapport avec le piano, c'est la liberté d'échouer. Avant d'arriver à Summerhill, je passais pour un raté, et ça, c'était épouvantable. J'avais déçu tout mon entourage, et j'en ressentais une grande honte. C'est à Summerhill que j'ai compris qu'être un raté pouvait inspirer le respect, pourvu qu'à ses yeux, on soit quelqu'un de bien et qu'on ait réussi à faire ce que l'on voulait faire. Le but pouvait être atteint, même si pour les autres, ce n'était pas un but qui en valait la peine. Même si mes BD ou mon jeu au piano n'étaient pas appréciés, tout ça n'avait aucune importance. Summerhill est un îlot isolé et vit en marge de la société. Il ne peut en être autrement. Sur 100 parents, quel pourcentage serait en faveur du libre choix de l'étude? Du début à la fin, je devrais compromettre ce que je crois être la vérité. Je peux écrire et dire ce que je pense de la société. Mais si j'essayais de la réformer activement, elle m'exécuterait comme un danger public. Ma destinée n'est pas de réformer la société, mais d'apporter le bonheur à un tout petit nombre d'enfants. Moi, personnellement, comme beaucoup de gens à Summerhill, j'attendais les vacances sans impatience, contrairement à la plupart des enfants en pensionnat. On trouvait l'école plus agréable que les vacances. Je vais vous donner l'exemple d'un garçon américain de 9 ans dont le père m'a écrit. Mon fils est tout ce qu'il y a de normal, mais il a horreur des cours. Le garçon débarque chez nous, le visage rempli de haine. C'était un destructeur, un tyran et un voleur. Évidemment, son père ne savait pas quoi en faire, alors il nous l'a renvoyé. On ne pouvait pas le renvoyer chez lui. Résultat des courses, il a fallu attendre des années avant qu'il devienne sociable, ce qui a fini par arriver, bien sûr. Mais on ne devient pas sociable par la punition. La punition n'a jamais guéri personne. Je déteste employer le mot amour parce que c'est un mot presque sali de nos jours. J'aime bien l'expression « il faut se mettre du côté de l'enfant ». Et ça, je crois qu'on le fait. La seule façon de guérir un enfant, c'est de lui donner votre approbation. Ça nous rendait vraiment conscients qu'il fallait rechercher des solutions positives aux problèmes de la vie. Pas simplement juger ou punir, parce que ça ne marchait jamais. Si l'on condamnait les enfants comme ça, eh bien, ils recommenceraient. Alors les autres verraient que ça ne marchait pas. Les lois sont faites par tout le monde. Un enfant de 6 ans a la même voix au chapitre que moi.
Et n'allez pas penser que j'ai plus de pouvoir à cause de mon âge, car la moitié de ce que je propose dans les assemblées générales n'est pas voté, à mon grand plaisir, je dois dire. Okay, well, I mean... You said that there's no point in throwing stones at some definite object in the hockey field. What's the point of throwing them in any place? Kevin, sit down. It's no fun doing it like that. Why is it fun doing it in any way? What's the pleasure you get out of it? Why do you do it? I don't think that's terribly important, but I'll explain it since you asked. And I say it's like throwing a cricket ball or baseball. Something particular. There's no enjoyment to get out of throwing something. Are there any proposals? What are the choices? Okay, well, I'll take the three there are. One is that if they do it again, they're fined 6 pence. And one is that they can throw stones behind the carriages. All in favor that they are fined 6 pence. All in favor that they can only throw stones behind the carriages. And nowhere else. Vous pensez qu'on apprend plus dans les assemblées que dans les cours? Oui, vraiment. Mais pas seulement dans les assemblées. Le plus important, c'est le fait de vivre avec les autres. Ce n'est pas seulement l'assemblée en soi, mais plutôt sa signification profonde. L'assemblée comme lieu d'expression, comme lieu où on peut exposer ses problèmes et en trouver la solution grâce aux autres. Et tout ça fait partie de l'apprentissage de la vie en communauté. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Nous sommes des êtres humains et si nous ne pouvons pas fonctionner en tant que tels, si nous n'apprenons pas à vivre avec les autres, alors nous allons à l'échec. Toutes les écoles en Grande-Bretagne sont sous le contrôle du ministère de l'Éducation et sont toutes inspectées. Pourquoi devrais-je permettre que mon école soit jugée selon des critères officiels qui ne sont pas les miens? Summerhill est avant tout un endroit créé pour qu'on y vive et qui refuse d'être jugé par un groupe de gens qui pensent en termes de savoir, de méthode d'enseignement et de discipline. Le taux de présence au cours est bas et les élèves ne progressent que lentement. Le programme est trop restreint. L'école a une philosophie forte et caractéristique qui met l'accent sur le développement individuel. Le bien-être des élèves et les rapports avec les enseignants sont bons, néanmoins les adultes sont économes en matière de conseils et d'orientation vis-à-vis des élèves. Alors que les performances scolaires pour ce qui concerne certaines matières du brevet élémentaire sont parfois honorables, le nombre limité de matières étudiées par les élèves a pour conséquence un bas niveau scolaire en général. La liberté est indivisible. Elle ne permet pas de peser sur le choix des enfants. C'est tout ou rien. Si la confiance en l'enfant n'est pas totale, le principe de Summerhill, le principe du libre choix perd toute sa valeur. Un garçon qui à Summerhill n'avait jamais assisté à une seule classe est sorti de l'école en sachant à peine lire et écrire. J'étais parmi les rares élèves à Summerhill qui n'allaient jamais en cours. J'ai choisi de ne pas y assister parce que ça ne m'intéressait pas. Je savais travailler de mes mains, j'étais très fort en poterie, en menuiserie, etc. Bref, j'avais beaucoup de confiance dans ma capacité à communiquer avec le monde, au travers de ce que je savais faire avec mes mains. J'ai quitté Summerhill à l'âge de 15 ans, pratiquement sans savoir lire ou écrire. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire, ni ce que je voulais faire. À sa sortie de Summerhill, Freer fait 2 fois le tour du monde en stop pendant 5 ans. Après un séjour en Europe, il vend des jeans en Turquie, son sang au Koweït, travaille dans un kibbutz en Israël, fait de la figuration de cinéma en Inde, travaille dans les mines en Australie, découvre par hasard le carnaval de Rio, fait des conférences sur Summerhill en Californie, de la prison au Canada, participe pour finir à des mouvements humanitaires au Pakistan et en Inde. Bref, il visite plus de 90 pays sans jamais connaître un seul hiver. Je serais passablement inquiet si mes propres enfants étaient dans le même cas. Alors je me suis souvent posé la question de savoir ce qui les a incités à agir de la sorte. Et je ne comprends pas vraiment. Mais ils ne semblaient pas beaucoup s'en préoccuper. En fait, ils devaient se dire que je finirais par le faire un jour. Je pense que Neil avait l'habitude de dire que j'apprendrais plus tard, quand j'en aurais envie. Et il avait raison. Quand vous allez à l'université, vous n'êtes pas surpris par ce monde conventionnel? Dans une certaine mesure, oui.
Il y avait les étudiants à la faculté qui se comportaient de manière très immature, alors que les Summeriliens avaient vécu ça tout naturellement à 13-14 ans au travers de leur jeu. En plus, ils étaient complètement obsédés par le sexe opposé. Ils avaient un comportement mesquin envers les adultes. C'était eux d'un côté, nous de l'autre. Tout se faisait dans le dos des adultes. Après Summerhill, je me suis inscrite tout de suite dans un cours de dessin et voilà que les élèves opposaient une résistance aux consignes des profs. C'était vraiment eux contre nous. Pour moi, tout ça semblait évidemment très bizarre. Je n'en voyais pas l'intérêt. Après Summerhill, Dani passe un doctorat en sciences de l'éducation. Elle s'occupe aujourd'hui de formation médicale dans le cadre d'un hôpital de Londres. Son rôle est d'améliorer les relations entre médecins et malades. Summerhill m'a rendu capable de parler à n'importe quel niveau, avec n'importe qui. Je n'ai pas peur d'eux, ce sont des personnes, je suis une personne, et nous allons avoir une conversation ensemble. Je dirais que cela me donne un avantage. Ce ne sont pas mes idées qui me donnent un avantage, mais le fait que je n'ai pas peur de les exprimer. Popsy, sans attendre tout ce temps, avait acheté une ferme pour y vivre simplement. Sans autre ambition, elle cultive aujourd'hui son jardin. Grâce à tout cela, je me suis toujours sentie très forte dans ma vie intérieure. Sur le plan de l'instruction et des choses matérielles, je me suis probablement sentie en position de faiblesse quand il s'agissait de trouver un emploi. Mais ça n'a jamais eu tellement d'importance pour moi. D'accord, je reconnais souffrir d'un handicap, mais cette conscience d'une force intérieure et cette certitude de ma propre identité est bien plus importante à mes yeux. Que ce qui distingue Summerhill, c'est qu'on y apprend à vivre et à comprendre les principes de liberté et de tolérance qui l'accompagnent. C'est à mon avis ce qui rend l'école si spéciale. Et c'est aussi comprendre que les enfants doivent être heureux tout le temps de leur éducation. Je pense que ça m'a donné confiance en moi. Je pense que Summerhill m'a donné une grande force. J'y ai appris à me fier à mon propre jugement et à mes propres sentiments. Qu'est-ce que ça vous a appris, l'école, cette école-là? La tolérance. Et la possibilité d'être moi-même. Malgré, en grandissant, j'ai dû ressentir, parce qu'il y a des pressions sociales, une fille doit être ceci, ne pas être cela, doit absolument, impérativement être jolie, etc. Et à l'époque, de ne pas trop être brillante, de ne pas trop chercher à faire une carrière. Mais malgré ça, je ne dépends pas de l'opinion des autres. Je peux être moi-même, s'ils désapprouvent, tant pis. J'étais hésitant, je n'avais pas confiance en moi et j'en suis sorti d'une pièce. Oui, d'une pièce. En résumé, c'est ce que Summerhill t'a appris. Mais on ne peut pas dire que j'ai appris quelque chose dans ce sens-là. C'est un changement qui s'est passé profond. C'est pas appris, c'est vécu.